Première discussion, elle porte sur le plan d'affectation tel que nous le connaissons, tel que vous le connaissez particulièrement, parce que Renan a cette caractéristique, c'est d'avoir une réputation avec ce plan d'affectation communale, ou ce plan général d'affectation comme il s'appelle encore aujourd'hui, qui est un plan particulier, semble-t-il, dans son interprétation, vous allez nous en parler. Il date de 1947. Certains et certaines prétendent qu'il est grand temps que ça change, d'autres disent surtout pas. Et donc la première question qu'on se pose, c'est, mais en fait, comment est-ce qu'il se pratique aujourd'hui? Comment est-ce qu'on l'utilise? Que ça soit de la part de ces messieurs architectes ou de la part de la police, qui doit bien contrôler à un moment ou à un autre, et qui doit faire ce rôle de police. Est-ce que c'est vraiment un rôle de police? On va voir. Et est-ce qu'il y a des particularités avec l'appréciation de ce plan quand on est dans ce rôle de policière des constructions? Donc on va peut-être déjà commencer avec Yves Dreyer, qui va nous parler un peu des différents projets qu'il a fait, comme on dit dans le canton de Vaud, sur Renan, avec peut-être les particularismes, les avantages et inconvénients de ce plan. Yves Dreyer, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, alors je suis d'abord habitant de la commune, ça c'est la première chose que je voulais dire, et puis je suis praticien et j'ai eu l'opportunité avec mon bureau de travailler environ sur 8 à 10 parcelles déjà, dans le cadre de la commune de Renan. Et puis c'était cette expérience que je voulais vous donner, sans présenter réellement les projets, mais il y en a eu deux et demi qui étaient dans le cadre de plans de quartier que je laisserai volontiers de côté parce qu'ils avaient leur particularité à elles. Et puis il y en a d'autres à la Savonnerie, au Martinet, près de Florissant, à Verdeau, en Paudet et ainsi de suite. La crèche du château, peut-être on la laisse aussi de côté, mais ces autres projets, en fait, ils se sont inscrits réellement dans le plan, maintenant je ne sais plus comment tu l'as dit, mais le plan d'affectation de 1947. Ouais. Et puis, de ces expériences, j'en tire en fait deux constats. Un premier constat d'architecte qui est lié à la morphologie. Je trouve extrêmement intéressant que ce plan soit très vieux, très vétuste. Je pense qu'il ne peut pas rester en l'état, pour répondre à ta question. Il doit évoluer, mais il y a des vraies qualités à ce qu'il soit très ancien. Non seulement parce que le tissu de la commune de Renan, il est bâti, complètement bâti. Si vous voulez chercher des parcelles vierges, il n'y en a quasiment pas. Si vous voulez chercher des parcelles qui sont dédiées à des aménagements paysagers à l'ampleur d'une agglomération, vous en trouvez quasiment pas. Et ça, je trouve, c'est une vraie qualité, en fait, pour un architecte de travailler dans un contexte bâti, constitué, où on sait qu'il y a une forme de stabilité sur le long terme. C'est porteur d'une identité forte, je trouve. Et puis, on sait s'inscrire. Alors, il y a des moments où j'ai rencontré des problèmes. C'est dans les moments de frange, dans les moments où les zones, finalement, elles se côtoient, ou quand on côtoie avec le plan d'affectation une zone de plan de quartier, avec des, je dirais, c'est pas que les sauts d'échelle, mais aussi les sauts d'affectation, les nécessités d'espaces publics qui sont autour. Et puis, typiquement en Paudet, par exemple, j'ai trouvé que c'était très très difficile de s'exprimer en remplacement de 2 bars qui dataient des années 60, si je ne me trompe pas, pour faire quelque chose, je dis une fois, d'intelligent. Alors, il y en a qui ont fait plus intelligent. Manifestement. Bravo. Donc, c'était le On cas était deux concurrents malheureux. mais voilà, donc je voulais évoquer en fait cette permanence que je trouve très belle, et puis en même temps ce moment de traiter l'entre-deux qui me semble être la lacune principale du plan de 47, vu qu'il fiche des zones, et puis ces zones, en tout cas pour les praticiens, on a tendance à vouloir les remettre un peu en cause. C'est quelque chose que je pense qui est difficile à mettre en œuvre dans un PACOM, ça c'est clair, mais je pense qu'il faut trouver des réponses dans cette zone de flou. Voilà, pour le dire en 2 mots. Après, on peut revenir sur les éléments architecturaux. Puis le deuxième constat que je fais, il est plus administratif, opérationnel, policier. Du coup, c'est comme ça qu'on vous appelle, Madame Maire, c'est la policière. Non, on ne m'appelle pas comme ça. Non, du tout, parce que c'est justement ce que je constate. C'est que vu que le plan est relativement ancien, il y a un système de bon sens qui s'est mis en place. Il y a un système d'agilité dans les services, je trouve. Alors, je ne les ai pas connus avant toute cette équipe qui est en place maintenant, mais il y a une capacité finalement à conseiller dans l'interprétation du règlement. Il y a une capacité à soutenir dans les demandes de dérogation, à les argumenter,
Et ça, je trouve toujours assez bluffant, en fait, ce qui se passe à Renan. Et ça, j'aimerais vraiment pas que ça se perde avec un nouveau règlement. Je regarde le futur. Ça serait vraiment dommage qu'on ferme des règles, qu'on définisse des choses qui sont immuables et pour toujours, alors qu'il y a ce très bel esprit qui parcourt des services. Il y a certains points qui sont plus difficiles de négociation, en particulier sur quand les architectes qui viennent avec des idées de mutualisation, par exemple, sur les questions de parquage, de déchets, je sais pas, moi je dis d'indices de densité qu'on aimerait peut-être porter, ou d'approcher une limite de construction, on aimerait s'approcher du voisin. Là, c'est beaucoup plus difficile, ce qui paraît logique, les règles étant quand même des règles. Mais il y a un vrai soutien. Et puis dans ce soutien, ce que je trouve aussi remarquable, c'est que quand il y a des problèmes liés à des oppositions ou à des levées de boucliers du voisinage, il y a toujours un soutien, mais on nous laisse nous débrouiller en tant que mandataires avec nos clients, les propriétaires ou les investisseurs, et avec les quartiers. Mais il y a une sorte de scène qui est mise en place. Je pourrais parler d'une anecdote, par exemple, à Verdeau, mais je pense que c'est inutile. Dans les 2 bâtiments que j'ai pu construire à Martinez aussi, on a dû aller négocier en tant qu'architecte avec les voisins. Et puis ça, on sent qu'il y a un soutien, mais il n'y a pas de passe-droit. Et ça, je trouve que c'est très beau aussi. Voilà. En 2 mots, quoi. Donc, merci beaucoup aussi, Madame Merz, parce que vous faites un travail qui est remarquable, je trouve, à ce niveau-là. Mais est-ce que ça durera? Ça, c'est la grande question voilà, sur laquelle on va revenir avec vous, Madame Merz. En attendant, peut-être que puisque nous avons le lauréat de Paudet, la chance de voir celui qui s'en est le mieux sorti, surtout celle, et celle, évidemment. Comment ça s'est passé, cette expérience, et puis peut-être d'autres, et est-ce que tu partages l'appréciation, en tout cas sur ces 2 aspects morphologiques, de frange et d'appréciation particulière et l'invitation à déroger, si j'ai bien compris. Oui, intelligemment. Et ce soutien à la dérogation. Alors merci. Au bureau, on a une pratique qui est beaucoup moins étendue que la tienne sur la commune de Renan. On a fait 3 expériences, 2 assez modestes, qui sont des surélévations d'immeubles. Ces surélévations d'immeubles, elles se font très très souvent dans le cadre d'assainissement énergétique plus général. C'est là qu'elles commencent à être financièrement viables. Et là, on n'a pas rencontré de problème particulier parce qu'on se retrouvait avec des bâtiments existants, des gabarits qui étaient sensiblement plus bas que les droits à bâtir. Donc, je crois qu'on s'en est assez facilement tiré avec les règles du PGA actuel. Toujours avec effectivement une très très bonne collaboration avec les services communaux. Sur le projet de Paudet, qui est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas tout à fait inscrit dans le PGA, il est rattaché en fait à un plan assez particulier, je n'avais jamais vu de ça, une modification de zone qui reprend quasiment à 100% les règles de la zone, comment s'appelle-t-elle de nouveau? Je crois que c'est la zone urbaine de l'ordre non contigu, avec quelques petits amendements. Mais globalement, on reprend, donc c'est quand même une parcelle qui est pertinente par rapport au PGA actuel. Et là, on était confronté à 2 problèmes principaux, qui sont des problèmes assez mineurs finalement. C'était l'inadéquation entre le nombre de niveaux habitables possibles et le gabarit fixé. On pouvait construire 5 niveaux avec une limite à 14 mètres. C'est des règles qui datent, alors je crois que le PGA il date de 47, le changement de zone de 61. C'est clair que c'est une époque où une dalle faisait 16 à 18 cm plus 4 de chape. Aujourd'hui, une dalle, ça fait 24. Et puis si on veut des hauteurs de 2,50, on aboutit facilement à 15 mètres, à des hauteurs qui sont supérieures. Donc là, on a été un peu bloqué. Et là, effectivement, la municipalité, les services constructeurs ont joué le jeu et ont admis une interprétation un petit peu libérale, je dirais, du plan. Et des 14 mètres 50. Et les 14 mètres. D'accord. Merde. La problématique dans ces cas-là, c'est très bien d'avoir des services d'urbanisme ou de police des constructions qui nous accompagnent, mais si vous êtes face à des opposants,
vous êtes fichu. Super vu. Donc ça reste quand même un problème, clairement. Enfin, c'est du toilettage, mais c'est un souci. L'autre souci qu'on rencontre dans énormément de plans, pas seulement à Renan, mais aussi dans d'autres communes, c'est l'existence du COS, qui est un indice que personnellement on n'aime pas du tout. Le COS étant finalement poussant à faire une superposition de plateaux sans pouvoir travailler la plastique d'un bâtiment. Parce que tout maître de l'ouvrage, aujourd'hui, vu la rareté du terrain et le prix du foncier, veut optimiser ses droits à bâtir. Donc vous avez un COS, un nombre de niveaux, vous êtes quasiment condamné à superposer les étages. C'est pour ça que d'autres outils de quantification des droits à bâtir, comme l'IUS, me semblent très clairement préférables. Alors il y en a où c'est encore plus raffiné, il y a des fois un IUS plus un COS, alors là c'est carrément la punition, mais ça je crois que ça n'existe pas à Renan si je me trompe. Donc voilà, on a une expérience assez courte de la commune de Renan. Pour dire quelque chose peut-être d'un peu plus général, on pratique finalement de nombreux règlements. Hein. On a des projets sur Vaud, quelques-uns à Neuchâtel, Fribourg et Genève. Et pour être honnête, on n'a jamais rencontré un règlement où on a dit « waouh ». Donc on est vraiment, je pense, dans un exercice où à la fois, en tant qu'architecte, on se sent extrêmement concerné, mais on est un peu démuni. On est démuni parce que c'est très très difficile de savoir où placer le curseur. Je crois qu'aucun règlement n'a jamais empêché des mauvais projets, mais aucun règlement n'a jamais favorisé non plus de bons projets. Et je crois que Yves l'a déjà dit, il y a toujours deux vecteurs importants. Il y a le règlement, mais après il y a les gens aussi qui l'appliquent. Il y a les gens avec qui on discute pour faire avancer le projet. Et ça, je crois que ça, c'est une des questions vraiment clés. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les quelques propositions, parce qu'il faut à un moment donné aussi se lancer, hein, on se dit, il y a un constat, puis après, il y avait dans les questions du petit Vademecum que tu nous as remis aussi, quelles sont les éventuelles propositions qu'on pourrait faire. On prend des notes, attention. Proposition numéro 1. Proposition numéro 1. Alors, la première, alors je suis désolé, mais j'abolirais à tout prix l'appellation police des constructions. Avec plaisir. Voilà. C'est ce qu'a fait Lausanne et c'est une vraie révolution. Non, mais par ça, d'accord. Non, mais il faut l'abolir pour deux raisons. Parce que, effectivement, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des fonctionnaires avec un képi sur la tête, ça c'est certain. Mais surtout, un projet a besoin d'un interlocuteur. Un projet, c'est pas quelque chose de figé. Chaque situation est particulière, la topographie est particulière, les programmes sont particuliers, et quelle que soit la qualité du règlement, il ne pourra jamais tout régler. Donc, le service qui est l'interlocuteur du projeteur, il est fondamental. Et je dirais que ça pose une deuxième question, le fait de rebaptiser ce service police des constructions, si j'ose me permettre, c'est que ça pose la question de qui s'occupe des dossiers. Ouais. Non, mais c'est une question clé, parce qu'on se pose toujours la question, c'est un juriste? Ou c'est une architecte? Une architecte, enfin quelqu'un qui est à l'aise avec les notions de forme de la ville, constitution de la ville, etc. Il y a des communes qui ont fait le choix très clair de mettre à leur tête des juristes, dans le service des gens qui sont plutôt de l'administration, qui mettent des coches justes ou faux. À mon avis, ça c'est un énorme travers de tous les règlements. Enfin, pas des règlements, mais de ce couple qui doit être adéquat entre règlement et personne qui l'applique. Deuxième proposition. Donc changeons ce terme. Le concours est ouvert pour trouver... Par exemple, bureau des permis de construire. Bon, il n'est pas si mal. Ah, ça va, c'est un joli terme. Il n'est pas très original, mais il convient assez bien. Ensuite, quelque chose qui va dans la même idée, mais je pense qu'il serait très bien qu'un règlement incite fortement les concepteurs à prendre contact très en amont avec la ville.
parce que j'ai une petite particularité, c'est que je suis confronté au règlement, mais parallèlement, je fais partie de la commission de construction de la commune d'Écu Blanc, qui délivre les permis de construire. Donc je suis aussi des fois de l'autre côté du miroir. Et obtenir un projet qui est des fois quasiment au stade de projet d'exécution, sans qu'il y ait eu de discussion préalable, c'est toujours beaucoup plus compliqué de dire stop, c'est n'importe quoi, ça ne va pas. Parce que les projeteurs ont déjà fait valider le projet par leurs clients, il y a un plan financier qui a été fait, si ça se trouve, il y a même un financement qui a été trouvé, c'est une catastrophe. Donc si on arrivait à trouver dans un règlement une incitation très très forte à ce que des contacts préliminaires soient pris, je pense que ça serait un très grand plus. Puis peut-être un troisième point, ça c'est un rêve d'architecte, c'est étendre le champ des dérogations possibles. Parce que de nouveau, on l'a dit, un règlement ne réglera jamais tout. Et peut-être aussi, si on admet que l'objectivité est la somme des opinions multiples, ce qui est peut-être discutable, envisager la création d'une commission d'architecture pour traiter entre autres les projets qui nécessitent ces fameuses dérogations, ce qui enlèverait de la pression aux politiques, aux collaborateurs de l'administration qui sont en charge des dossiers et qui assoirait une certaine légitimité à ces dérogations ou à ces aménagements en fonction de circonstances ou de cas particuliers. Bon, voilà, on va discuter de ça cet après-midi. Je sais pas. Je crois que ça fait déjà une jolie entrée en matière, effectivement. Donc, Madame Mertz, déjà, super, bravo. Bravo pour votre travail. Manifestement, c'est apprécié. La question peut-être, c'est est-ce que vous partagez, vous, cette appréciation-là, évidemment. C'est facile, eux, ils n'ont qu'un intérêt, c'est de vous faire plaisir, mais est-ce que vous-même, vous le ressentez, vous voyez ça dans votre quotidien, et puis est-ce que, à contrario, est-ce que finalement vous en souffrez de cette situation? Parce que si peut-être que ça vous facilite la tâche, peut-être que vous retrouvez dans une posture qui est peut-être particulièrement compliquée dans cette position-là, vous souffrez de l'application d'un règlement qui est peut-être trop dérogatoire, et la dérogation, est-ce que vraiment vous êtes si libre que ça d'obtenir un permis dérogatoire? Parce qu'en définitive, c'est bien la commune qui doit se défendre pour le permis qu'elle octroie et qu'elle a eu tort d'octroyer. Donc il y a peut-être un risque politique qui existe, il y a peut-être un risque, je sais pas, au fil des années que le service, quel que soit son nom, prend, sur le champ qui est effectivement plus du projet et de sa qualité, mais du jugement. Comment est-ce que vous voyez votre métier et votre rôle? Donc. Alors, ce que je peux dire en tout premier lieu, c'est qu'effectivement, avant que j'arrive à la commune de Renan, le poste était occupé depuis de nombreuses années par des géomètres. Et quand j'ai postulé, donc il y a 6 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, à ce poste, évidemment la question m'a été posée, mais est-ce bien la place d'un architecte ou d'une architecte? Et moi j'ai beaucoup discuté avec Martin et le chef du personnel à l'époque pour dire, je pense que c'est le lieu, c'est un point extrêmement intéressant, un endroit extrêmement intéressant pour concrétiser des choses. C'est vrai qu'après avoir travaillé longtemps dans les questions de développement durable à l'IPFL ailleurs, pour moi c'était une façon de concrétiser, de mettre ensemble. Et je voyais vraiment ce poste. Pour moi, c'est vrai que le terme police est très lourd à porter. Et je dis toujours, mon rôle à moi, c'est plutôt le facilitateur. C'est comme ça que j'aimerais le voir, facilitateur. Si on a des bons projets, c'est un vrai plaisir. Et j'y mets toute mon énergie. C'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Pour ce qui est du règlement et de sa souplesse, donc on a un règlement qui effectivement permet toujours des glissements d'une zone à une autre définition de la zone. Il y a pas mal d'ouvertures, de possibilités de glissement et effectivement qui ne sont pas forcément des dérogations, mais ces glissements se font à certaines conditions et il faut bien évaluer la réponse qui est donnée à ces conditions.
il y a des changements qui se passent à Renan en ce moment. On a pendant longtemps pu donner, longtemps j'exagère, disons que je suis là, mais enfin, je vois un changement ces toutes dernières années. On a pu donner des dérogations sans qu'il y ait de réaction, plein centre-ville, 1,40 m pour faire un étage de plus. Aujourd'hui, le climat change beaucoup. Et c'est vrai que si on a beaucoup plus d'opposition, le politique forcément est beaucoup plus frileux et on a besoin effectivement d'un soutien externe. Et je pense que cette histoire de commission d'architecture, même si elle ne va pas tout régler, on doit bien définir des choses, définir un cadre, parce que sinon les architectes et les propriétaires seraient dans un flou total, c'est pas possible. Mais je pense qu'elle va vraiment nous aider à consolider notre travail et à nous soutenir autant nous, administration, que les politiques, pour qu'on continue à avoir des bons projets à Renan. Mais ça, si on écoute Christian Bridel, finalement, si on a un bon service, il pourrait lui-même faire office de commission, en définitive. Non, il y a des limites. Il y a des limites parce qu'à un moment donné, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il y a une opposition, on lève les oppositions. Nous, on arrive à convaincre le politique en général. Il nous suit. On doit dire qu'on a vraiment... ça fonctionne très très bien. Par contre, s'il y a des recours, ça devient plus compliqué. Parce que le recours, il est fait contre la commune. Oui. Et c'est là qu'on a besoin d'une consolidation des arguments qui va au-delà peut-être du sentiment d'arbitraire qu'il pourrait y avoir dans la population. Parce que ça, vous dites, ça évolue, donc vous avez senti ça, le sentiment d'arbitraire, ou... Non, ce que je sens, c'est... La recourite. La recourite. C'est ça. Donc, la recourite, elle est peut-être l'expression d'une attitude consumériste, de défense d'un intérêt privé, donc je m'oppose, et puis je profite de la faiblesse potentielle d'un règlement et de son application, pour m'opposer à un projet et recourir, pas parce que je crois au sujet, ou à la raison de mon opposition, mais parce que ça sert mes intérêts qui soient faibles. C'est souvent le cas. C'est le cas. C'est souvent le cas, non, c'est pas toujours le cas. C'est toujours le cas, dites-vous. Non. Madame Mertz nous dit que c'est toujours le cas. C'est pas vrai. Je parfois comprends. Le cas. Après, on voit encore il faut le dire, c'est tout à fait surprenant, plus les projets sont importants, moins il y a d'opposition. On vient de mettre à l'enquête Malais, c'est quand même un gros morceau, Malais-Gare, zéro opposition, une seule opposition, j'ai le droit de le dire, Ville de Lausanne. Zéro opposition, sinon. C'est quand même étonnant. Parc du Simplon, c'est quand même extrêmement important. C'est un gros morceau de ville. Oh, quasiment pas d'opposition, peut-être une, deux. Mais on est dans le cadre de plan de quartier. On est dans le cadre de plan de quartier, bien sûr, c'est juste. Beaucoup les procédures. C'est vrai. Disons que la discussion, elle a eu lieu en amont, souvent. Mais quand même. Yves Dreyer a dit un truc tout à l'heure. En tout cas, si on change de règlement, il faut garder cette agilité, etc. Est-ce que le changer de règlement, forcément, ne vous mettra pas dans une autre position? C'est-à-dire que finalement, non seulement les architectes seront plus cadrés par le règlement, mais vous aussi, dans votre interprétation, est-ce que vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez aujourd'hui? Et en gros, comment est-ce que vous verriez l'évolution de votre travail, c'est-à-dire dans le jugement de la qualité, etc., dans un règlement qui est plus parfait, enfin, moins imparfait? Mais qu'est-ce que ça veut dire, plus parfait, moins ouais, parfait? Mais justement, je ne sais pas comment dire autrement. Non, mais un nouveau-né, vous ne lui refaites pas le nez, quoi. C'est ça le problème. Vous le laissez d'abord grandir, puis vous regardez ce qui génère. C'est ça qui va être, comme vous avez probablement la mauvaise image, mais c'est ça le problème, c'est que du moment qu'il y aura un règlement qui a été réfléchi, je ne sais pas, 5 ans, plus longtemps peut-être, qui est finalement validé au niveau politique, c'est quasiment impossible dans les 6 mois qui suivent, dans les années, dans les 5 ans qui suivent, d'aller chercher des petites bêtes, des dérogations en disant, on n'a plus d'arguments en disant qu'il est vétuste, par exemple. Mais quand on donne des dérogations, c'est rarement sur des points de détail, c'est arrivé, oui. Mais moi, je ne parle pas forcément de dérogation, mais d'ouverture. Je pense plus à l'ouverture qu'à la dérogation. La dérogation, ça veut dire presque c'est mal fait, effectivement. Mais on peut parler de plus d'ouverture. Si on donne moins de règles, qu'on donne plus d'ouverture, qu'on permet de nouveau des interprétations plus larges, alors on parle peut-être plus de dérogation. Et c'est peut-être là que ça devient intéressant aussi. Et puis qu'on va garder la qualité qu'on a aujourd'hui.
Puis on sous-entend ici, parce qu'on a affaire à des architectes compétents, que finalement, les dérogations, elles ne sont octroyées que parce que les architectes ont bonne raison de demander des dérogations et que ça va améliorer la qualité des projets. Mais est-ce qu'il y a des architectes qui proposent des projets de mauvaise qualité et qui demandent les mêmes dérogations? Et donc, est-ce qu'il y a des problèmes d'évaluation? D'abord, d'évaluation de ce que c'est que la qualité. Est-ce qu'il y a un débat sur la qualité particulièrement ou particulier à Renan? Et comment vous vous positionnez vis-à-vis de projets où tout d'un coup, vous êtes vous-même pris en défaut parce que votre règlement permet aussi de faire de la mauvaise qualité du fait de son ouverture d'esprit? Ou bien? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le règlement empêchera jamais les mauvais projets. Après, de nouveau, les ouvertures, pour nous, les dérogations, généralement, on essaye toujours qu'une dérogation serve un intérêt collectif. C'est vraiment la base de notre travail. L'intérêt collectif, il peut être multiple. Ça peut être l'apport en espace public, ça peut être la qualité architecturale, un projet cohérent, de qualité, qui offre vraiment des qualités, on va le soutenir. Et peut-être qu'effectivement, de nouveau, on a besoin, peut-être qu'on n'est pas assez armé ou pas assez armé pour développer un argumentaire solide pour chaque projet. Donc, on a besoin de soutien, je pense. Vous avez dit quelque chose concernant les 14,50 m. Enfin, tu as dit finalement, il y a une souplesse qui est ouverte. Sur Savonnerie, où j'étais membre du jury, on a eu exactement le même genre de problématique d'interprétation, c'est-à-dire, bon, c'est quoi 14,50 m, hein? Et puis finalement, quelle est la latitude pour évaluer ce qu'est 14,50 m, étant entendu que c'est quand même pas si évident que ça, à ce stade du projet, d'évaluer quelque chose qui sera jugé 30% de prestations plus tard. Donc effectivement, il y a une interprétation qui reste possible avant de dire ça passe du côté obscur de la force. La question c'est, est-ce qu'il y a une façon de rédiger 14,50 m autrement que 14,50 m? Par exemple en nombre d'étages, mais à ce moment-là on fait des étages de 4 mètres de haut. Enfin, quel est l'intérêt public prépondérant à défendre dans un cas comme ça, et comment est-ce qu'on détermine, on rédige correctement un règlement qui vous convienne et qui conviendrait aux architectes pour avoir ce que vous avez à défendre, mais avoir quand même une limite à tout ça? Moi, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des intérêts qui me semblent. On parle de gabarit, nous on a des règles géométriques, on a des distances aux limites, on a des hauteurs, on a parfois des nombres d'étages, pas toujours, et là-dedans on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut aussi comme activité, comme destination généralement. On n'a aucun lieu, à part la pure zone industrielle, où on peut faire qu'une activité. Alors sur certains aspects, quand je pense par exemple à un souci que j'ai dans beaucoup de projets, qui est la disparition des respirations, des espaces collectifs, l'efficacité à outrance, chaque mètre carré doit être loué et rapporté. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Si, on en parlait, hein, un palier de 2,40 m par 1,20 m sur lequel donne 4 portes d'entrée, je ne sais pas comment on crée du lien social là-dedans, comment les gens vont pouvoir se parler, comment ils ne vont pas se disputer, voilà. Et ça, si on donne des gabarits, au fond, comme disait M. Bridel, on va aligner des plateaux et on va les rentabiliser au maximum. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire qui permet de favoriser ces dilatations? Ouais. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, messieurs les architectes, on critique les règlements. Non, on ne critique pas tous les règlements. Comment on fait pour définir, d'abord, une question de qualité comme celle-là qui va à l'encontre, peut-être pas d'une question purement réglementaire, mais peut-être une question, comment dire, du monde dans lequel on vit. C'est qu'un maître d'ouvrage investi, il veut avoir un maximum par rapport à ce qu'il investit. Ça aussi, c'est de la qualité d'une certaine manière, parce que c'est peut-être pas qu'une question de quantité de mètres carrés qu'il arrive à mettre dans sa poche, mais de quantité de gens qu'il arrive à loger, de quantité de
gens qu'il arrive à loger pour pas cher. On a vu hier que c'était une question extrêmement importante ici à Renan, avec des questions typologiques, où on se pose la question de si les normes cantonales du logement d'utilité publique et du subventionné sont vraiment appropriées à la population renanaise. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on détermine ça? On se regarde avec... Non, mais c'est une question difficile parce qu'on parle là d'espace collectif au lien avec les circulations verticales, par exemple, et c'est qu'un thème. La question des abords, par exemple, est un autre thème, et la question de la qualité de vie à l'intérieur des appartements, la mixité des affectations, donc, tout ça, c'est un tout, quoi. Et puis, je pense qu'on peut... Ça serait une erreur de trouver une réponse réglementaire pour que les cages d'escalier elles fassent tant de mètres carrés sur le palier principal. Ça serait aussi une erreur de déterminer justement que les rez-de-chaussée sont systématiquement des affectations qui sont commerciales et que les attiques sont systématiquement, je ne sais rien, dédiées aux techniques ou je ne sais quoi. Et je crois que c'est vraiment dans cette marge de manœuvre que toi aussi t'évoques. Tu dis qu'est-ce que c'est 14,50 mètres? Ça c'est un chiffre. Ça on ne peut pas faire grand-chose. On peut donner des tolérances par rapport à ce chiffre. Au bon sens, de nouveau, je pense auquel on espère en tout cas tous tendre, avec naturellement des argumentations qui viennent aussi du bon sens et qui ne sont pas juste spéculatives. Mais en soi, le travail d'architecte, je pense qu'on ne peut pas le suppléer. Donc le travail à l'intérieur de ce gabarit ou de ces règlements, on ne peut pas le donner à un règlement. Ça, c'est vraiment le travail qui nous reste, heureusement, le travail créatif. Et puis je crois qu'il dépend beaucoup du client aussi, de ce qu'il veut faire, de la clientèle, des locataires si on parle ou des propriétaires si on parle des gens qui y habitent et ainsi de suite. Donc je pense qu'on ne peut pas attaquer une ligne unique. C'est exactement le problème aussi. C'est que le règlement il donne des garde-fous et puis ces garde-fous, quand ils existent on aimerait les sauter, mais quand ils ne sont pas là on ne sait pas quoi faire. C'est ça. Si j'ose me permettre, c'est vrai que la qualité que tu évoquais, quand on parle d'urbanisme ou bien peut-être de règles, je pense qu'il serait bien surtout de se préoccuper des vides, effectivement, et puis de tous ces espaces de transition. Mais c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire dans le cadre d'un PECOM. Déjà au niveau urbain, ça peut se faire peut-être dans un plan de quartier, parce que dès qu'on parle de règles de composition, ça implique du projet. C'était une des questions qui était posée aussi, je crois, dans le petit document. Est-ce qu'il faut fixer des règles quantitatives ou des règles de composition? Alors, tout dépend où on fixe la notion de règle de composition. Je ne suis pas sûr. Pour moi, une distance aux limites, une hauteur, ce n'est pas une règle de composition. Bien que, effectivement, on va se préoccuper quand même du profil d'une rue pour savoir s'il y a un ensoleillement convenable à l'intérieur d'un quartier. Ça, je pense que c'est des règles importantes à fixer. Mais parler de règles de composition, dans le cadre d'un PECOM, je pense que c'est presque impossible. C'est possible de le faire peut-être dans un plan de quartier qui, lui, est peut-être précédé par un concours d'urbanisme, et où on peut parler d'espace public, de relations que l'on tisse entre les différents bâtiments, entre les différents quartiers, avec des poumons verts, etc. Mais le PECOM, c'est quelque chose qui embrasse un territoire très très grand, et il faudrait aller tellement finement finalement dans le découpage et dans l'analyse du territoire que ça me paraît très très compliqué. Et si on faisait, attention, on discute. Absolument. Je propose. Si on faisait un dessin, donc une planification sectorielle, on planifie Renan, on fait le concours dont on a des planches affichées dans le hall en 2021. On lance un grand concours d'urbanisme où on dessine entièrement, c'est-à-dire qu'on fait une planification sectorielle sur l'ensemble de la commune. Et donc on dessine la ville, par exemple, et puis on ne part pas sur une logique de zone, tout est dessiné, c'est-à-dire qu'effectivement, les questions qui sont liées au contexte fin, on discute. Les questions qui sont liées au contexte très fin, c'est-à-dire taille de parcelle, orientation, relations, etc., changement de zone, toutes ces questions de passage de l'un à l'autre, tout est dessiné. Est-ce que ça, comme architecte, est-ce que ça vous conviendrait mieux, en définitive, qu'une règle qui est là par
la négative, qui effectivement ne compose que des pleins et pas des vides, ou ne définit que des pleins et pas des vides et tout. Et aussi à partir du moment où, en fait, et je crois qu'à l'époque où on avait, avec quelques associations lausannoises, participé à des consultations sur la révision du plan général d'affectation entre 1999 et 2005 à Lausanne, on a montré 2 cas qui étaient le PGA de Bienne et le PGA de Bâle. Et le PGA de Bâle était entièrement dessiné. C'est en tout cas ce qu'on en avait lu. Tout est dessiné. C'est-à-dire que c'est un PPA à l'échelle de la ville. Est-ce que ça, finalement, ça vous conviendrait pas mieux? Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver. Vous êtes exigeant. Hein? Oui, mais non, c'est pas qu'on est exigeant, il faut être pragmatique, je crois, parce que bon, on voit que le PGA de la commune a bientôt 70 ans. On voit quelques exemples de planification urbaine certainement fort intéressantes, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on serait ravi de voir composer avec le plan qui est derrière le public et qui date des années 30. Ouais. Donc, je crois qu'il faut rester extrêmement modeste, finalement. Il ne faut pas surinvestir les attentes qu'on a vis-à-vis de ces documents, de ces plans, de ces règles. Et que ce qu'il faut vraiment chercher, c'est un degré de souplesse qui permet aux choses d'être... Aujourd'hui, quelles sont les demandes qu'on fait aux gens? On vous dit... vous devez être réactif et agile. Je pense qu'aujourd'hui, comment il s'appelle, PDCOM? Pardon. Non, le PACOM, le nouveau. Le PACOM, le futur. Probablement qu'un grand défi pour ce PACOM, ça serait d'être souple et agile. C'est ça. Ça va revenir, je crois. Glissement, souple, agile, tolérance. Yves. Je pense que tu décris en fait comme méthode, elle est un petit peu de notre temps, si je peux me permettre. Elle vient du baron Haussmann, et puis ensuite elle va juste dans les années 30, où on dessinait en fait. Et pour ça, il y a besoin d'une sorte de, on va dire de dictature, mais il y a besoin d'une sorte de hiérarchie très forte de qui décide pour qui, quoi. Et je crois qu'on n'est plus dans cette époque-là. Ou j'espère qu'on n'est vraiment plus dans cette époque-là plutôt. Et puis je pense que cette question de diversité, elle est beaucoup plus importante que de dessiner une ville ou de dessiner un contexte. Finalement, il a toujours les mêmes problèmes, il va s'arrêter aux limites de la parcelle de la commune, et puis on aura le problème plus loin avec nos chers Crissier. voisins, Crissier et autres. Donc moi, je ne vois pas du tout cette notion de dessiner la ville de cette manière-là aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire confiance de nouveau au bon sens collectif, je dirais presque même démocratique, avec des spécialistes et des moins spécialistes qui ont leur mot potentiellement à dire pour constituer cette collectivité, ce vivre ensemble. Et ça, de nouveau, un règlement ne peut pas le faire, et je pense qu'un concours, ceux qu'on voit, ils sont magnifiques naturellement, mais ils nous rapportent un autre temps, et je crois qu'ils sont très très rapidement datés en fait. Très très rapidement, ils ne correspondent plus aux besoins qui évoluent, et si on devait le faire, si c'était vraiment la bonne solution, je le ferais sur le vide. Pas sur le plein, pas sur les objets bâtis. Et vous, Madame Merthe, ça vous arrangerait pas? Ah, certainement pas. Un PPA sur... Ça serait épouvantablement ennuyeux, je ferais pas c'est juste de contrôle. Non, je pense qu'effectivement, on a pris l'option à Renan très clairement de travailler sur les vides, c'est sûr. C'est ça, travailler sur les vides, de travailler sur la notion peut-être de quartier. On en a parlé hier dans cet après-midi interservice. C'était intéressant de voir que les gens de Enfance Cohésion Sociale avaient des mêmes préoccupations parfois que nous, au fond. Et ça nous ramène à cette approche sur le vide, sur le quartier, sur l'identité de quartier à renforcer peut-être. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. La question que je me posais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je me pose la question, mais on en parlera peut-être dans les interventions suivantes, il va falloir définir des droits à bâtir et je ne sais pas comment on va devoir les définir. Quelle est la bonne approche? Quels sont les bons outils, les bons indicateurs pour les définir? Après, il y a d'autres questions sur lesquelles on va devoir travailler. C'est des questions dans ces vides privés. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on veut demander autre chose? Doit absolument réfléchir à la question du stationnement, de l'emprise du stationnement, des constructions sous-sol, de ce qu'est un terrain construit, la ville sur dalle, tout ça, c'est vraiment des questions qui nous occupent aujourd'hui, et j'espère qu'on aura quand même on va prendre en compte
ces questions-là dans le PGA. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on est en train simplement d'adapter des anciennes règles, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on doit avoir une autre manière de penser. C'est ça. Donc finalement... Oui, pardon. Non, vas-y. C'est vrai que le PGA de 47, il est aussi basé sur peut-être des façons de faire de 47, avec une ville certainement pas aussi construite qu'aujourd'hui, et puis des critères ou des questionnements qui sont peut-être pas ceux d'aujourd'hui. C'est vrai que ce qui se passe à Renan actuellement, c'est qu'on fait un peu une démarche participative sur la révision du PRACOM et donc des questions urbanistiques. Mais en parallèle, il y a une démarche sur le plan climat de Renan et donc des liens, les 4 thématiques des rencontres du développement durable qui mèneront à l'élaboration du plan climat, c'est mobilité, habitat, nature en ville et consommation énergie. Donc c'est vrai qu'il y a un peu c'est un peu des questions qui concernent directement l'urbanisme, mais dans une ville plutôt début du 21e et pas celle de 47, quoi, avec une bonne partie des choses qui sont maintenant construites et en l'état et qu'on prend comme patrimoine urbain à partir duquel on va devoir bosser. La question peut-être c'est comment est-ce qu'on intègre dans une réglementation ces particularismes? Est-ce que vraiment il y a des particularismes aujourd'hui? Et comment est-ce que c'est vraiment du ressort de la planification, enfin de la planification, d'ailleurs c'est pas une planification directrice, est-ce que c'est du ressort d'un plan d'affectation communale que de se préoccuper de climat? Et comment est-ce qu'on peut intégrer des règles qui seraient spécifiques à ce moment du début du XXIe siècle d'urgence écologique? Christian, tu as parlé de... Nous, on a fait 2 surélévations et on en a profité pour faire des assainissements énergétiques. Ah non, on a fait le contraire. Vous avez fait des assainissements et vous en avez profité pour faire des surélévations. Mais écoute, c'est souvent comme ça que ça se passe. D'accord. Excuse-moi. À un moment donné, effectivement, un bâtiment, il commence à atteindre sa limite d'âge, les crépis se fendillent, enfin bref, les consommations explosent, les fenêtres ne tiennent plus. Donc un assainissement énergétique est nécessaire, un assainissement général du bâtiment. Et c'est en général là qu'on se préoccupe de savoir si, en dessus, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, c'est assez rare qu'on puisse s'étendre sur la parcelle, parce qu'en général les droits ont été plus ou moins utilisés. Donc c'est à chaque fois quand même une bonne opportunité, quand l'opportunité se présente, de faire ces surélévations. Dans le cas présent, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est dans un quartier assez homogène, où il y avait, je ne sais pas combien ils sont, mais il y a 6 ou 7 petits immeubles qui sont identiques, qui sont à des propriétaires différents, mais identiques. On a été approché par un premier propriétaire, on a fait cet assainissement. De façon un petit peu intéressée, on a invité ensuite tous les voisins, lors de la fin des travaux, à prendre un verre. Et il se trouve que voilà, on a réussi à Excellent. attraper un deuxième bâtiment qui et du coup à continuer finalement cette unité de quartier. Ouais. Bon, voilà, il y en a 5 maintenant qui n'ont pas de surélévation, mais il y en a 2 qui en ont une. Et alors, voilà, c'est pas une question de jugement de valeur de ce qu'on a fait, mais c'est assez intéressant dans un ensemble bâti, bien que ce soit des propriétaires différents, de poursuivre une logique qui soit un peu similaire et que ça ne soit pas chaque fois une expression totalement étrangère l'une de l'autre. Mais ça, entre 47 et aujourd'hui, enfin, dans certains cas où on a été confronté à ce problème, nous, c'est qu'on ne pouvait pas agrandir. C'est-à-dire qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des tolérances pour des centimètres de plus et tout, mais selon les lignes, les fronts de construction, ou alors, si ce n'est pas des limites des constructions, mais des distances aux limites. Quand c'est des distances aux limites, mais pas des limites de construction, ça va, mais quand c'est des limites des constructions, tout d'un coup on ne peut plus anticiper, c'est plus des questions de loi sur les routes,
et qui fait que, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, Alors, à part la souplesse? Alors, je vais dire peut-être une bêtise, mais sauf erreur de ma part, la loi sur l'énergie permet justement les dérogations aux distances aux limites. Dans les distances aux limites. Dans les distances aux limites et aux limites de construction. Sinon, dans un ordre contigu ou en ville, il serait tout simplement impossible d'assainir énergétiquement un bâtiment de l'extérieur. Et les assainissements par l'intérieur, hormis les problèmes de physique du bâtiment quelconque, sont quand même très très problématiques, parce que ça veut dire vraiment vider l'immeuble, sortir les gens, etc. Ce qui pose une question effectivement patrimoniale, et donc est-ce que je ne sais pas où sont les réflexions de la révision du PACOM à ce sujet, mais quel est votre avis à ce sujet? C'est comment est-ce qu'on peut garantir des règles qui sont équivalentes partout, mais qui seraient valables pour des villes, pour des étapes de réalisation, des morphologies qui datent d'il y a très longtemps jusqu'à tout récemment. Comment est-ce qu'on fait des règles aujourd'hui qui permettent ces assainissements-là et qui sont valables, quelle que soit la nature des bâtiments qu'on a à assainir? Par exemple, des bâtiments en pierre ou des bâtiments... Mais quel lien avec le patrimoine? C'est-à-dire que le patrimoine, un bâtiment en pierre, ou je ne sais pas si on a beaucoup à Renan, mais un bâtiment qui est classé. Mais tout bâtiment construit, non, mérite aujourd'hui d'être considéré dans sa structure, non? Mais ils ne sont pas tous de la même qualité, mais même, je dirais, le mode constructif du bâtiment fait que ça va être plus ou moins difficile à faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver une règle qui soit valable pour l'ensemble de ces situations et qui permette surtout d'assainir, puisqu'effectivement, c'est une question... Christian a parti évoquer, si je peux reprendre cette question, Christian a parti évoquer une part de solution, c'est que quand on assainit, on devrait pouvoir profiter, pas nous architectes, mais les propriétaires, d'une sorte de bonus de construction, de mètres carrés, d'un étage de plus, que cet assainissement finalement il fasse du sens et surtout qu'il ne retombe pas uniquement sur les locataires actuels qui non seulement passent une année en chantier, mais deuxièmement dont on rehausse les loyers de manière, je dis, abusive. On peut discuter de ça, mais ça dépend naturellement de chacun. Mais je pense que c'est dans cette notion de ville qui est déjà construite, en tout cas pour moi, Renan est une ville construite, elle peut être densifiée, elle peut être adaptée, mais je crois qu'il faut que ce nouveau règlement, en tout cas moi je souhaiterais que ce nouveau règlement, et ça pourrait être une de mes propositions, qui maintienne finalement le plus possible de la substance et qui permettent des évolutions intelligentes et qui l'encouragent finalement, plutôt que d'aller sur des démolitions, reconstructions, comme on a parlé par exemple en Podé, qui sont certainement justifiées, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je pense que ces bâtiments, je dis dans 20 ans, peut-être s'ils étaient encore là, on aurait pu, certainement qu'on se serait posé la question complètement différemment. De les laisser en place parce qu'ils ont déjà 50 ans d'âge, ils sont certainement mieux construits qu'aujourd'hui parce que c'est la qualité des bâtiments qu'on réalise, mais malheureusement après 30 ans on revient dessus, et ça c'est pas lié à l'architecte uniquement, c'est lié à notre société. Et je pense que de pouvoir considérer ce patrimoine qui n'est pas patrimonial en termes de qualitatif, mais ce patrimoine bâti, je pense que ce serait vraiment intéressant de rentrer dans un plan, surtout que ce plan est vétuste, donc il a eu un temps long, ça donnerait aussi un temps long, ou ça prolongerait le temps long, si je peux le dire comme ça. On serait dans une continuité. Et ça permettrait peut-être au cas par cas aussi de dire, on détruit, oui, parce qu'il faut détruire, ou passer obsolète, ou ainsi de suite. Ouais. Mais en gros, vous êtes revenu plusieurs fois sur cette question de tolérance, de souplesse et d'agilité. Si finalement on maintient la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puis que le travail ne porte que sur cette souplesse, c'est-à-dire finalement sur 14,5 mètres, plus ou moins, et puis qu'on ne se prononce que sur le plus ou moins. Des indices, plus ou moins. Des taux, des cosses, ce qu'on veut, mais toujours plus ou moins. Est-ce que ce ne serait pas de nature à maintenir des règles qui ont quand même produit cette ville, donc finalement de maintenir la renanitude à laquelle on a, mais on légitime, on légalise la tolérance. Est-ce que ce ne serait pas une façon qui conviendrait à tout le monde? Voilà, puis finalement on arrête l'après-midi de discussion. Non, mais tu vas vers le cas genevois, dont les minima sont les maxima. Tu laisses assez peu d'amplitude de cette manière, je crois, parce que si tu dis 14 mètres plus ou moins, finalement c'est plus ou moins quoi, 10%? Oui, par exemple. Donc,
tu gagnes pas un étage, tu perds pas un étage avec ça. Non, parce que le but ne serait pas de gagner un étage, ce serait de pouvoir permettre le nombre d'étages qui était voulu à 14,50 m en disant, bah voilà. Alors effectivement, ce que tu dis, c'est que dès qu'il y a une fourchette, on va chercher Bah oui, on va chercher le la fourchette maximum haute. de la fourchette. Bah, je dis, pas forcément. Oui, tout le monde en soi joue le même jeu, c'est clair. Mhm. Mais on est poussé à jouer le même jeu. On est On est, poussé poussé, par- on est poussé pour des questions de loi sur le territoire, on est poussé pour des questions de rentabilité, on est poussé pour des questions de... Quand on est architecte, on veut aussi faire quelque chose, on est tous pris par notre propre jeu. Et puis, j'ai peine à croire que ça soulage finalement les services qui doivent émettre un jugement de qualité ou un jugement lié à une interprétation du règlement, quoi. C'est ça. C'est très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que le prochain thème s'appelle un règlement sans règles. Et j'ai l'impression qu'on est mûr pour poser cette question-là. Comme c'est bien amené, vous avez vu ça. Moi, j'ai l'impression que là. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous.